Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. La saga Nordvolt, je sais pas si tu viens d'entendre Daniel Breton. Oui, je l'ai là-dessus. entendu sur les Chinois, Ben les oui. batteries chinoises. Et je vais te En dire, 2 moi, jours. ce que j'ai lu dans les journaux suédois, c'est que Nordvolt, de plus en plus, va être dépendante de composantes chinoises pour ses batteries. Donc, je suis pas sûr qu'on est sorti de l'auberge. Attends, viens, Parce que- Daniel. Attends, Ouais. viens t'asseoir. On va clarifier ça, c'est vrai, parce que là, les batteries, il y a des composantes chinoises. Là. Je veux juste régler la question, puisque tu vas en parler, c'est ton sujet, Antoine. Daniel, est-ce Oui. qu'il y a des éléments chinois dans les batteries? Oui, Les mais composants. de moins en moins, ça change très rapidement parce que les microprocesseurs aussi vont être taxés de 25 qui viennent de Chine. Fait qu'on va chercher Hey. les microprocesseurs ailleurs. Les États-Unis, exactement. Fait Antoine? Ouais, moi, ce que j'ai lu hier dans les journaux suédois, c'est que l'entreprise Nordvolt fonctionne plutôt comme une marque vide, principalement dépendante de la technologie chinoise, une technologie qui a, elle aussi, 30 ans et qui est dépassée. C'est ça que j'ai lu hier. Donc, je sais pas, est-ce que ça pourrait nuire à Nordvolt, ça aussi, son association nouvelle avec des entreprises chinoises? Daniel. En fait, c'est pas ça. Puis c'est drôle parce que j'étais au téléphone ce matin avec Karim Zahib, que tu connais probablement, Antoine. Oui. Puis l'usine va fabriquer des batteries dont la technologie va s'améliorer, va s'ajuster au fil des avancées au niveau des chimies de batteries. Donc, de OK. dire que la technologie de Nordvolt va être désuète, c'est comme une usine qui fabrique des voitures. Les voitures changent, l'usine reste. Fait que la technologie va évoluer au fur et à L'usine mesure de s'adapte, l'évolution. là. Ben oui, l'usine s'adapte, OK. exactement. Donc, on devrait investir dans Nordvolt Ah et ouais, arrêter moi, de niaiser. Non, exactement. OK. On l'a de Daniel Breton. Merci, Daniel. Laisse les écouteurs ici, sinon tu vas t'arracher le cerveau. Merci. Salut. Alors, qu'est-ce qui arrive à Québec, là? Il reste que le mot saga est un mot des langues nordiques et ça continue la saga Nordvolt, je vais te dire. Le gouvernement a été bombardé de questions ce matin encore, notamment sur les blocs d'énergie. On sait que Nordvolt bénéficie d'un bloc de 360 mégawatts. Ça, c'est gigantesque. C'est le plus gros octroi d'énergie électrique concédé à une entreprise, à un projet, parce que c'est pas encore une entreprise qui fonctionne, du moins ici au Québec. Et là, ce qui circule, Benoît, c'est qu'on pourrait libérer 100 mégawatts d'ici 2030. Et la ministre, hier, elle l'a dit là, dans plusieurs des 5 entrevues qu'elle a données depuis hier soir, que suivant le séquençage, je sais pas pourquoi elle utilise ce mot-là, elle veut dire qu'il y a des séquences ou qu'il y a des étapes dans le projet. Si on a plus de marge de manœuvre, peut-être qu'on pourrait utiliser un bloc d'énergie au profit d'autres entreprises. On sait qu'il y a plusieurs autres entreprises québécoises qui ont besoin d'énergie, qui en demandent et qui se sont vues dire non. Donc, le premier ministre, ce matin, a comme contredit la ministre en Chambre en disant non, ça, c'est à moyen et long terme, c'est pas à court terme. Donc, il y a comme un peu d'eau dans le gaz là dans cette histoire-là. Tout ça pour dire que quand même, le gouvernement se continue d'être rassurant. On dit qu'on a une approche innovatrice en matière de financement avec le Québec, donc va bien s'en tirer, peu importe ce qui arrive. Sauf que le Québec a décaissé, lui, Benoît. Il a décaissé là, 710. Mais est-ce qu'on regarde ça à court terme, Antoine? T'sais, est-ce qu'on devrait pas regarder ça à long terme? Voiture électrique, là, c'est l'avenir. C'est ça sur quoi on va miser. Là. Puis là, on a une industrie Nordvolt là, qui a des problèmes en Suède et qui nous dit ça posera pas de problème chez vous au Québec. On a déjà 700 millions investis là-dedans. Est-ce qu'on devrait pas pousser l'aventure? Oui, je veux bien le long terme, mais comme disait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Et donc... Non, mais ça s'arrête pas à nous, là. C'est bien niaiseux comme réponse, ça. Non, c'est pas niaiseux. Pas à notre génération. Il y a les c'est générations pas niaiseux futures, parce faut qu'on y a mis de penser. l'argent on a mis beaucoup d'argent dans la société mère qui risque de faire faillite.
Alors, c'est pas niaiseux du tout. Non, mais c'est pas à court alors terme. que le fédéral n'a pas déboursé une scène encore, puis François-Philippe Champagne le soulignait ce matin, c'est-à-dire le ministre fédéral, dans toutes ses entrevues. Alors non, moi je pense que c'est pas niaiseux comme réponse, c'est que... Antoine, on peut pas penser juste en fonction de notre génération puis notre nombril. Il y a des générations à venir. On peut-tu penser à l'avenir? Si c'est pas Nordvolt, il faut penser à investir là, pour l'avenir. Je comprends. Je suis d'accord, puis il y a quoi? Il Il y a 29 entreprises dans la filière batterie jusqu'à maintenant, donc c'est vrai que Nordvolt n'est pas seul, puis c'est vrai, puis je pense que je te le soulignais hier avec satisfaction de voir, par exemple, l'usine Ford reprendre ses activités. Donc, bravo, moi je suis d'accord avec le virage électrique. Tout ce que je dis, c'est que là, actuellement, Québec a l'air un peu fou parce qu'il a déboursé 710 millions et dont de l'argent dans l'entreprise là, mère, là, Capital Action, il y a des débentures aussi. Des débentures, ce matin, je lisais là, la définition, c'est un titre négociable que les entreprises, donc ici Nordvolt, peuvent émettre pour obtenir du financement à long terme sans avoir à fournir de garanties. Ça, c'est la définition de la Banque de développement du Canada. Or, le premier ministre, hier, a dit non, une débenture, c'est sûr et certain. Ben, c'est un autre 270 millions qu'on pourrait perdre si ça fait faillite. Donc, je suis bien d'accord avec toi que je suis pas contre l'électrification, pas contre la filière batterie, mais il faut se poser des questions. C'est ça. Est-ce qu'on s'est engagé? Est-ce qu'on a fait finalement une entente, une mauvaise entente fondée sur du sable, sur une entreprise qui était pas prête à développer toutes ces batteries-là. Donc, c'est ça la question. Puis les oppositions continuent. Quand on n'a pas de réponse à ces questions-là, c'est quand même des questions claires. Est-ce qu'il y a des garanties? Là? Je pense que c'est le PQ qui demande ça. Est-ce qu'il y a eu des garanties avec cet investissement-là? C'est quoi l'engagement de Nordvolt? Puis on n'arrive pas à le savoir. C'est ça, on voudrait voir. C'est ça qu'on aurait voulu voir dans un débat d'urgence. C'est pour ça que les oppositions étaient d'accord. On aurait voulu voir les contrats. La débenture en question, là, c'est pas n'importe quoi, là, 270 millions, là. Y a-tu des garanties? On peut-tu récupérer nos billes? Oui, le terrain, on l'a acheté. On l'a acheté trop cher. Hey, c'est quoi le terrain? Il y a un entrepreneur qui a fait fortune, là, qui veut se présenter. Là, on court après Luc Poirier. Là. Ça a l'air, il n'est pas disponible, il est en Europe. Mais il l'a acheté 20 millions en 2015. Il vient de le vendre 240. Ben oui. Puis après, il veut être maire de Montréal. Qui a payé la différence? 12 fois le prix. Qui a payé? C'est nous autres, les cornichons. Ben, c'est ce que je te dis. Mais au moins, il y a une garantie là-dessus. Il y a un terrain, il y a un actif. Bon, à moins qu'on en fasse un parc. On a payé 12 fois le prix acheté en 2015, mais il y a 9 ans. Comment ça qu'on a payé si cher que ça, en tout cas? En passant... C'est pour ça qu'il y a des questions, puis tu sais, je tiens à le dire, là, moi, l'électrification des transports, je suis d'accord, même si je roule encore avec une auto à gaz. Dinosaure. Mais t'es à Québec. Non, mais je roule surtout en vélo, ça fait que... Ouais, en vélo électrique, y a-tu plus... Non, pas vélo électrique. C'est bon. Non, c'est les jambes, mon vieux, qui servent. D'ailleurs, j'ai les jambes fatiguées. OK, M. Mollet. Nombre de fonctionnaires, la CAQ avait fait des promesses pourtant sur les fonctionnaires. Oui, il fallait dégraisser l'État, il fallait réduire le nombre d'employés de ETC. ETC, qu'est-ce que c'est? C'est équivalent temps complet. Or, on se rend compte, puis c'est Geneviève Lajoie qui a écrit un bon texte ce matin là-dessus, il y a 78 000 ETC maintenant dans la fonction publique québécoise. Alors qu'il y en avait 68 000 quand la CAQ est arrivée au pouvoir. Donc, ça a augmenté. Ouais. Ça a augmenté. Et bon, pourquoi ça a augmenté? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est le dilemme de tout parti qui arrive au gouvernement. Tu sais, un parti qui veut réduire la taille de l'État, qui arrive au gouvernement, il se fait dire par tout le monde, ben là, il manque de services, vos services sont pas efficaces, que ce soit SACLIC ou, tu sais, puis il y a des événements nouveaux, notamment, tu es obligé d'accueillir des réfugiés, des travailleurs temporaires, toutes sortes de choses comme celle-là. Donc, c'est sûr que c'est comme ça que le gouvernement se défend. Puis, Sonia Lebel disait aussi, attention, l'équivalent ETC de 78 000, ça veut pas dire que c'est des personnes aussi qui ont été embauchées. C'est aussi plus d'heures qui ont été consacrées, qui ont été données à certains employés qui sont là déjà à temps plein.
Donc, il faut faire attention. Je parlais à Yuri Chassin, juste ici, au sortir du Salon Rouge, là. Yuri Chassin, donc, je le rappelle pour les gens qui l'auraient oublié, il a démissionné en disant que lui, c'est-à-dire qu'il est sorti du caucus de la CAQ en disant que lui, il aurait aimé un dégraissage de l'État. Mais là, il me dit, je me suis pas encore plongé dans tout ça. Je veux pas dénoncer tout de suite le gouvernement. OK, il y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire, Yuri Chassin. Oui, mais il dit, attention, le 78 000, c'est vraiment la fonction publique. Alors que le premier ministre, tantôt, il a répondu à des questions de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et en parlant des travailleurs qu'on a ajoutés et des cadres dans le domaine de la santé, mais là, la santé, c'est pas la fonction publique comme telle. Les 78 000, c'est ce qu'on appelle avec mépris les gratteux de papier du gouvernement du Québec. Et donc, tu vois, même Yuri Chassin a fait cette distinction-là. Il dit, attention, le premier ministre était un peu à côté de ses pompes. Il y avait des bonnes questions quand même. Ouais. Okay. Je tiens à dire, il y a quelque chose que j'ai pas annoncé, Benoît, mais je dois te le dire, j'en reviens pas que le gouvernement du Québec va mettre 6 millions pour les golfeurs de la PGA. Et il y a des questions qui ont été posées en chambre là-dessus par Vincent Marissal. Il dit, coudonc, on est-tu rendu avec, parce qu'il référait aux Kings Los Angeles, là, qui s'en viennent à Québec faire des matchs d'exhibition. Imagine-toi donc, Marissal, il a lancé à Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, est-ce qu'on est quand même devenu le guichet automatique des milliardaires du sport américain? Elle a répondu en disant, l'Australie fait pareil, puis c'est des retombées, là, on veut 6 milliards d'ici 2 ans de retombées du tourisme. Mais si on veut ça, il faut des fois investir. Mais c'est un autre 6 millions là, ça s'ajoute aux 7 millions des Kings. Non, mais ça dépend. Si j'ai fait rentrer 30 millions, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Il faut pas être démagogique non plus. Il faut avoir les détails. Je veux pas être démagogique. Non, mais je veux pas être démagogique. Mais Marissal qui dit, qui dénonce ça, on peut-tu avoir le calcul complet? Si ça n'a pas d'allure, on va le dénoncer. Si c'est un investissement, ça attire du monde à Montréal, tant mieux. Ça fait longtemps que tu observes ça, toi, le débat public, là, et puis les retombées économiques. Crois-tu au calcul de retombées économiques? Non, parce que ça dépend qui les fait, hein. Ça dépend qui a quel doigt sur quelle calculatrice. Des fois, là, en tout cas. Ouais. 30 secondes, vraiment vite, s'il te plaît, sur Mary Simon, parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Oui, il y a quelque chose à dire, c'est que c'est devant les tribunaux, Benoît. Puis ça, c'est intéressant. Le collectif Droit collectif du Québec, c'est un groupe, un organisme sans but lucratif qui a amené ça devant les tribunaux, c'est-à-dire Mary Simon, est-ce que sa nomination n'est pas illégale, inconstitutionnelle, parce qu'elle parle pas les 2 langues? Ça fait 3 ans, elle l'a pas appris. On l'a démontré hier à Lévis. Elle a rencontré des francophones, puis elle était même pas capable de parler. C'est rendu en cour supérieure. Le procureur général du Canada a essayé de décourager l'organisme Droit collectif d'y aller. Ils ont réussi à défendre leur point. Ils ont un précédent très important. Écoute, une lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick a été nommée alors qu'elle était unilingue anglophone. Ça a été déclaré anticonstitutionnel. Donc, ça pourrait monter jusqu'en Cour suprême. Imagine-toi si la Cour suprême se prononçait là-dessus dans quelques années sur le fait que Mary Simon, la nomination est inconstitutionnelle, ça serait incroyable. Oui, c'est ça, exactement. Mais le point va être fait constitutionnel et je suis content de terminer ma chronique sur ce formidable mot, Benoît. Je finis en pleine érotisation. OK, c'est le temps de fermer ta caméra. Merci, Antoine. Sinon, je pars Herbert Léonard. Ça va nous prendre Herbert Léonard. Oui, non, mais on peut pas faire jouer ça, puis on veut pas voir les réactions non plus. Merci, Antoine Robitaille. À demain.